Tendre Père Céleste, nous voulons te dire merci. Et nous voulons te rendre grâce pour le temps que tu nous accordes de partager avec nos frères et sœurs ces moments de parole, d'enseignement pour le bien de notre nation. Nous te disons merci, Père, pour toutes les grâces que tu nous as accordées. Nous recommandons encore ce soir entre tes mains cette parole, ce partage, que toute personne qui va l'écouter, que ça puisse transformer sa vie, ça puisse l'aider à pouvoir comprendre qu'il doit changer pour qu'on nous amène notre nation dans sa destinée. Nous te rendons ici grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, une fois de plus, c'est un réel plaisir pour moi, n'est-ce pas, de vous avoir encore ce soir dans le cadre de notre émission, de notre cours. Nous faisons les cours sur la nouvelle citoyenneté. La nouvelle citoyenneté, le code de la nouvelle citoyenneté, c'est une branche de l'enseignement de notre plateforme Armel. Armel, Armée de l'Éternel pour la délivrance et la restauration de l'homme congolais et du Congo. C'est ainsi de l'homme africain de l'Afrique aussi. Il faut d'abord commencer par restaurer l'homme congolais. Ainsi, seulement, on peut restaurer aussi le Congo. Vous savez, mes frères et sœurs, nous, à Armel, nous croyons, nous pensons qu'avant que les Congo ne tombent, c'était les Congolais qui étaient tombés. Alors, pour restaurer la nation, pour restaurer le Congo, il faut commencer par relever et restaurer le Congo. On ne peut pas prétendre bâtir la nation et avec un homme qui est tombé. C'est pas possible. Malgré ses diplômes, malgré son intelligence, malgré tout ce qu'il peut avoir, l'homme congolais est incapable, ou bien il a été incapable pendant 60 ans de construire sa nation. Une nation la plus riche de la terre, une nation la plus riche du monde, avec tout ce dont le monde a besoin et cherche aujourd'hui. L'homme congolais les a, mais il a été incapable, n'est-ce pas, de construire sa nation pendant 60 ans, parce que sa conscience était liée, parce que son âme était vendue. Voilà pourquoi les Congolais n'étaient pas capables de faire, disons, du Congo un paradis, alors qu'il en avait tous les moyens et toutes les possibilités qu'il fallait. Donc, comme nous disons, avant de reconstruire le Congo, il faut commencer par reconstruire et rebâtir l'homme congolais, restaurer l'homme congolais, passer par les changements de mentalité et de l'intelligence. C'est le seul moyen par lequel nous pouvons amener l'homme à la nouvelle citoyenneté. Nous avons passé d'une phase, la phase de la délivrance. Nous entrons maintenant dans la phase de la restauration, parce que l'homme qui est délivré, il faut le restaurer. Lorsque vous ne le restaurez pas, c'est trop compliqué. Sinon, la Bible dit ceci: lorsqu'on chasse un esprit dans un homme, cet esprit part, il rentre, trouve que la maison est vide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre avec lui cet esprit méchant qui viendront, et la situation de cet homme sera pire que la première. Qu'est-ce que cela veut nous dire? C'est-à-dire, nous devons amener l'homme à la restauration après sa délivrance. La délivrance n'est pas la fin du processus, ce n'était qu'une partie du processus. Donc, le Congolais, c'est un prince, mais un prince qui vit avec la mentalité d'esclave. Voilà pourquoi il ne pouvait pas développer son pays. Parce qu'un esclave ne peut pas développer quelque chose. Le Congolais, c'est un prince, mais un prince qui est assis sur une mine d'or. Assis sur une mine d'or, il tend la main à la charité internationale pour que l'international, pour que le monde puisse lui apporter de l'aide. Voilà. Et tout ça, c'est quoi? C'est parce que nous avons été élevés avec la mentalité d'esclaves, d'enfants. Vous savez, la Bible dit ceci en Galates chapitre 4, verset 1. Aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, les Belges, la manière dont ils ont conduit le Congo, dont ils ont colonisé le Congo, ils ne voulaient pas que l'homme congolais puisse avoir de l'émancipation. Parce qu'ils disaient, pas d'élite, pas de problème. Là, vous avez une élite consciente. Vous avez des problèmes. Vous ne pouvez pas manipuler les gens comme vous voulez. C'est ça que les Belges ne voulaient pas avoir chez nous. C'est pourquoi ils ont gardé l'homme congolais dans l'ignorance le plus longtemps que possible. Ils ont captivé, n'est-ce pas, sa conscience. Nous avons expliqué ça avec disons, les systèmes de l'opposé qui consistaient, dans le premier pilier, c'était la conquête de la terre, prendre la terre du Congo. Deuxièmement, exploiter la terre. Troisièmement, aboutir, n'est-ce pas, l'homme congolais. Et ce système, nous l'avons vu arriver pendant 137 ans dans notre pays, jusqu'au 23 juin 2019, où
On a prié pour la consécration de notre nation afin de mettre fin à ce système ignoble et macabre qui avait rendu l'homme congolais presque comme un instrument, presque comme, disons, un esclave. Il était esclave parce qu'il était incapable, il est capable de changer, transformer sa nation. Alors, bien aimé, comme je le disais, le Congolais c'est un prince, mais un prince qui c'est un prince qui est né en captivité, il ignore son identité, il vit comme un esclave. Alors, nous devons lui permettre de découvrir son identité et ensuite, l'homme congolais, il ira à la reconquête, n'est-ce pas, de sa position de prince et il va pouvoir amener maintenant sa nation dans la direction du développement, la direction, n'est-ce pas, de la grandeur pour chercher à établir notre pays dans sa place du niveau au sein, au cœur des nations et du monde. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, nous parlons de l'ENC, École de la nouvelle citoyenneté. Pour un nouveau Congo, on a besoin de nouveaux Congolais. C'est le contraire et tout à fait incapable. Le contraire, c'est quelque chose que nous ne pouvons même pas imaginer. Le contraire, ça nous amènera seulement dans la distraction et ça va prolonger notre temps. Et c'est ça que les dirigeants pensaient, ou bien les Congolais pensaient que lorsqu'on change la tête du pays, lorsqu'on change le président, tout a changé. Non, ce n'est pas ça. Il faut changer l'homme congolais. Il faut changer le peuple congolais. Il faut arriver à la transformation profonde de sa mentalité, de son âme. Son âme était volée, sa conscience était prise en otage. Nous devons arriver à libérer cela pour lui permettre, n'est-ce pas, de pouvoir conduire sa nation. Nous sommes en train de parler sur les 14 liens qui lient l'homme congolais et l'empêchent, n'est-ce pas, à développer son pays. C'est de même avec l'Africain. C'est la même chose. Nous partons du Congo pour, n'est-ce pas, nous ouvrir à l'Afrique. L'homme congolais, l'homme africain, c'est la même chose. Alors, il y a 14 liens, n'est-ce pas, qui lient l'homme congolais et l'homme africain et qui l'empêchent à pouvoir se développer son pays. Nous en avons cité depuis, disons, 2 semaines déjà. La fois dernière, le dimanche, le mercredi passé, nous étions, n'est-ce pas, au 11e lien. 10e lien, c'était la distraction. 11e lien, c'était la religion. Nous avons essayé d'expliquer avec le manuel de code noir à l'appui d'où vient la religion et comment est-ce que les Occidentaux avaient exploité la religion. Ils avaient pris la religion comme une arme d'exploitation de l'homme noir afin de pouvoir piller, n'est-ce pas, ses richesses. Alors, j'aime bien la citation de Jomo Kenyatta. Jomo Kenyatta disait, ces gens sont venus avec la Bible, nous, on avait la terre. Ils nous ont dit de prier. Quand nous avons, de fermer les yeux pour prier, nous avons fermé les yeux, on a prié. Mais lorsque nous avons ouvert les yeux et ils avaient la terre, nous avions la Bible. Voilà. C'est-à-dire, ils ont manipulé, ils ont manipulé la parole de Dieu. Ils ont mal interprété la parole pour leurs intérêts. Et Jésus-Christ nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes dans la connaissance de la vérité et cette vérité est en train de nous faire comprendre que la nation, le pays, c'est un héritage que Dieu nous donne et que nous sommes sur la terre pour une mission dans notre nation. Et après notre mission sur la terre, on doit donner les rapports à celui qui nous a donné la nation. La nation, ce n'est pas pour les diables. Les pays, ce n'est pas pour Satan, mais c'est pour Dieu. Et de ces pays, nous, Église, nous devons faire de cette nation disciples de Jésus-Christ. Alors ça, c'est tellement magnifique que lorsque je suis arrivé à comprendre les choses dans ce niveau, vraiment, ma façon de voir les choses avait complètement changé par rapport à moi en tant que chrétien, en tant que serviteur de Dieu. Quel est mon engagement par rapport à ma nation? Matthieu chapitre 28, verset 19, où le Seigneur Jésus-Christ nous demande d'aller faire de toutes les nations ses disciples. J'ai compris ça au travers de ces enseignements. Nous voulons avancer. Aujourd'hui, je vais parler sur le 12e lien. Le 12e lien, c'est la mentalité d'esclave. Voilà un peu ce que nous allons essayer de partager avec vous. Ce soir, nous allons parler de la mentalité d'esclave. C'est quoi la mentalité d'esclave? Et comment est-ce que cette mentalité a fait que l'homme congolais, n'est-ce pas, ou l'homme africain, soit dans les capacités de pouvoir faire avancer son pays, faire avancer sa nation, faire avancer son continent? Vous allez convenir avec moi que l'Afrique, c'est le continent aujourd'hui qui est vraiment le tout dernier de tous les continents que nous avons sur la Terre. Or, paradoxalement, c'est le continent le plus riche.
Et c'est le continent qui a vu l'homme pouvoir, n'est-ce pas, s'émanciper pour la première fois. Comment t'expliquer que l'Afrique qui contient tout ce qu'elle a, le Congo qui a tout ce qu'il a, est derrière? Pour quelle raison? Nous allons voir que les séquelles, n'est-ce pas, de l'esclavagisme a laissé des choses dans notre nation, dans les cœurs, dans l'âme de l'homme africain, qui l'empêche jusqu'à aujourd'hui de pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons travailler sur ces choses-là. La mentalité d'esclave. Un esclave, c'est qui? Un esclave, c'est quelqu'un qu'on prenait par force. On les tenait à la main, on liait ses pieds, on liait ses mains, on l'amenait, on les forçait à faire des choses qu'il ne voulait pas. Disons, on l'enfermait dans quelque chose. Un esclave, on faisait des lavages de cerveau. On changeait même son nom, on lui donnait un autre nom. On changeait son histoire, on lui racontait une autre histoire. On l'amenait en captivité. C'est tout ça qui caractérise un esclave. Un esclave, c'est aussi quelqu'un qui n'a pas qui n'a pas je vais dire quoi, qui n'a pas l'esprit de la maturité, qui n'est pas épanoui, qui n'a pas grandi. Un esclave, en conséquence, nous allons plus loin, j'ai déjà parlé de ces versets, c'est Galates chapitre 4, verset 1er, il dit qu'un esclave, c'est un héritier qui est enfant. Il n'est pas différent d'un esclave. Parce qu'un enfant, malgré qu'il est le maître, malgré qu'il a l'héritage, son père peut lui avoir laissé l'héritage de ses biens, mais l'enfant, il est enfant parce qu'il n'a pas la maturité. Il ne saura pas gérer ce qu'on lui a donné. Il n'en connaît même pas la valeur, ni l'importance. Et quand nous regardons les Congolais, n'est-ce pas, dans leur mentalité et les mentalités des Africains, nous allons effectivement voir que ce sont des gens qui ne connaissent pas leur identité, qui ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils sont, qui ne valorisent même pas ce qu'ils font. Ils aiment aller ailleurs, ils aiment émigrer ailleurs, ils aiment acheter les choses d'ailleurs, ils aiment voir que le bien, ça vient d'ailleurs. Et chez nous, nous n'avons pas de bonnes choses. Chez nous, nous n'avons pas de bonnes terres. Chez nous, nous n'avons pas de bonnes personnes. Chez nous, nous n'avons rien de bon. Tout ce qui est bien, c'est ce qui vient d'ailleurs. Or, les gens qui sont ailleurs, ils voient que nous avons tout. Ils exploitent alors cette ignorance et cet enfantillage, si je peux le dire, pour venir régner dans notre pays et régner chez nous en Afrique. Il y a un passage que j'aime bien de la Bible, c'est dans le livre, n'est-ce pas, de Ecclésiaste chapitre 10, verset 7. Il dit ceci: j'ai vu un mal sur la terre, c'est quel mal? C'est que j'ai vu un esclave, j'ai vu un royaume dans lequel les esclaves marchent par terre, alors que le prince plutôt marche par terre, alors que les esclaves marchent sur les chevaux. Vous voyez, c'est un monde qui est à l'envers. Comment expliquer que un prince peut marcher par terre et un esclave, lui, vient marcher sur le cheval dans la même nation ou bien dans le même pays? C'est pour dire seulement que le prince, il ignore qu'il est prince. Voilà. Parce qu'un prince qui, naturellement, il est prince, il ne peut pas marcher par terre et laisser son esclave sur le cheval. C'est carrément impossible. Ça ne se fait pas. Ça ne peut jamais se faire. Alors, mes frères et sœurs, ce soir, en tout cas, vraiment, serrez vos ceintures. Nous allons parler sur la mentalité d'esclave. Alors, nous avons dans notre pays, nous avons en Afrique des esclaves en cravate. L'esclavagisme moderne, ce n'est plus l'esclavagisme où on mettait les gens les menottes aux mains et les menottes aux pieds. L'esclavagisme moderne, c'est dans la tête, c'est dans les comportements. Ce sont les chaînes qui ont quitté les mains, ces chaînes-là sont parties dans la tête. Et nous allons essayer de voir un peu avec vous quelques lignes sur l'esclavagisme et pourquoi nous disons que les Noirs ou bien les Congolais, c'est un esclave qui vit sur sa terre, c'est quelqu'un qui vit comme un esclave sur sa terre. Tenez d'abord bon, un esclave, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir son frère aller de l'avant. Son frère s'affranchir. Son frère s'épanouir. Il n'aime pas voir ça. Et quand vous regardez très bien, la plupart des temps, c'est un caractère que nous trouvons chez nous. On n'aime pas voir les gens aller de l'avant et les soutenir. On n'aime pas voir les gens s'épanouir. On n'aime pas, disons, apporter son soutien à quelqu'un d'autre parce que dans la tête, on va se dire que non, ce n'est pas bon que lui aille de l'avant, ou bien sûr lui réussit, il va dominer sur nous. Effectivement, c'est aussi ça. Parce que les Africains, quand quelqu'un a un peu d'argent, quand quelqu'un a un peu de moyens, quand quelqu'un a un peu de pouvoir, il devient chef automatiquement. Il commence à maltraiter les autres, il commence
à voir comme si c'est lui qui est Dieu. Mais non. Ça, c'est briser le principe de la dignité humaine. Un prince, c'est quelqu'un qui comprend la dignité, le principe de la dignité. Nous sommes des princes, mais nous sommes nés dans la captivité. Dans la captivité, c'est quoi ça dit? Nous sommes nés au temps où on a gardé la conscience des Congolais ou bien des Africains disons, dans la prison. Alors, et l'esclave n'accepte pas de voir la grâce d'une autre personne, n'est-ce pas, s'émouvoir. On ne veut pas voir l'étoile, comme nous le disons toujours. L'étoile d'une autre personne briller. Lui va tout faire afin d'empêcher la lumière de l'étoile. Une étoile ne peut pas empêcher une autre étoile de briller. Ou bien un corps étranger ne peut pas empêcher quand même la lumière d'une étoile pour aller de l'avant. Et l'esclave, c'est quelqu'un qui tire les autres vers le bas. C'est quelqu'un qui veut que tout le monde soit comme lui. Quand lui a échoué, il veut que tout le monde échoue. Comme lui ne veut pas aller de l'avant, il veut pas que tout le monde n'aille pas de l'avant. Il y a même des gens qui ont un cœur de chercher à vendre le pays. Combien de fois on n'a pas vu les gens dire, nous allons vendre ces pays pour que nous puissions partager l'argent. Mais vous allez vendre ce pays à combien? Et qui va vous l'acheter et qui va vous distribuer l'argent? Vous voyez, tout ça, ce sont des choses, n'est-ce pas, qui montrent à fond comment est-ce que nous avons grandi avec la mentalité d'esclave. Nous lisons un passage très éloquent dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 3. Nous allons essayer, n'est-ce pas, de voir cette histoire. C'est une histoire qui est très émouvante, qui nous parle beaucoup. Nous sommes dans le livre de Exode, chapitre 3, versets 11 à 14. Exode, chapitre 3, Exode, chapitre 3, versets 11 à 14. Il est écrit ceci. Vous allez m'excuser, c'est Exode, chapitre 2, chapitre 2, oui. Chapitre 2, versets 11 à 14. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et l'autre et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans les sables. Il sortit le jour suivant et voici deux Hébreux se querellaient. Et il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Pourquoi frappes-tu ton prochain comme toi? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue, on clôture avec le verset 15. Pharaon apprit ce qui s'était passé et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays des Madians où il s'arrêta près d'un puits. On nous parle ici de l'histoire vraiment très intéressante. Je vais vous rappeler un peu le contexte dans lequel nous sommes ici. Nous sommes en Égypte où Israël était dans l'esclavagisme juste après la mort des pharaons qui connaissaient, disons, Joseph, comme les Écritures nous disent. Les pharaons qui sont venus n'ont pas connu Joseph. Ils ont vu un peuple se multiplier, devenir nombreux. Ils ont commencé à avoir peur pensant que lorsque ce peuple sera très fort, qu'est-ce qu'il va faire? N'est-ce pas? Il va prendre en possession de la terre. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le garder comme des esclaves. Israël n'est pas entré en Égypte comme esclave, mais Israël a été rendu esclave en Égypte. Mais maintenant, pour libérer un esclave, on n'utilise pas un esclave. Comme je vous ai dit, en voyant seulement la mentalité des esclaves, on ne peut pas prendre un esclave pour qu'il libère un esclave. C'est carrément impossible. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, planifiant la délivrance, n'est-ce pas, d'Israël, Dieu va utiliser, il prend Moïse, qui est né dans la maison, disons, de Lévi, qui est l'un des esclaves. Qu'est-ce que Dieu fait avec lui? Dieu prend Moïse, Dieu l'envoie dans la maison des pharaons. Nous savons comment ça s'était passé. La mère de Moïse, lorsque Moïse avait 3 mois, il ne pouvait plus le cacher, il faisait déjà des bruits. Ce qui fait que, à la maison, le voisin savait qu'il y a un enfant mâle qui est né. La loi du roi disait qu'on doit éliminer, tuer tous les enfants qui sont nés mâles. La maman de Moïse va prendre Moïse, le mettre dans une corbeille, l'amener sur le fleuve Nil. Vous savez, les gens qui ont des grandes destinées sont confrontés, n'est-ce pas, aux grands défis de la vie. Moïse, en tant que bébé, il était déjà confronté à des situations tellement pénibles et difficiles comme ça. Le Nil, il y avait des crocodiles. Le Nil, il y avait des tempêtes.
des Nil, il y avait des serpents. Mais Moïse, en étant que bébé, était déjà confronté à ce genre de choses. Mes frères et sœurs, la destinée, ce n'est pas quelque chose de facile. Lorsque vous êtes appelés à des grandes choses, sachez que vous serez obligés, n'est-ce pas, de confronter des grands combats dans votre vie. Mais tenez bon, car Dieu ne vous abandonnera pas, il trouvera des moyens. La fille de Pharaon vient pour se laver à la rivière. Elle se rend compte, elle a vu une corbeille. Elle dit à sa servante d'aller voir. Il y avait un bébé, c'était un peu qui était beau. Quand la maman voit, dit Moïse. Moïse, c'est celui qui est tiré des eaux. Voilà, cette femme prend l'enfant. Elle se dit non, ça c'est mon bébé. Elle a pris Moïse et l'a amené dans la maison des femmes. Voilà comment Dieu a introduit Moïse chez le roi. Moïse a commencé à grandir chez Pharaon. Moïse grandissait avec la mentalité de prince. Donc Dieu a voulu que Moïse puisse acquérir, n'est-ce pas, la mentalité d'un prince. Afin qu'il ait cette mentalité qui lui donnera maintenant la capacité de pouvoir libérer son peuple, délivrer ses frères qui étaient dans l'esclavagisme. Bien aimé, l'Afrique souffre des symptômes de l'esclavagisme depuis plus de 400 ans. Malgré que les chaînes sont tombées, n'est-ce pas? On a eu la période, disons, des indépendances, et après tout ce que nous sommes en train de voir. Mais en regardant la vie des Africains, nous voyons que les Africains ont encore les chaînes dans leur esprit. Il faudra maintenant qu'il y ait des gens qui doivent les faire sortir de ces chaînes. Ce sont des gens qui doivent cultiver la mentalité des princes. Je vous dirai un peu l'importance et la valeur de la mentalité des princes. Tout ce qui fait tomber aujourd'hui nos nations, le Congo en particulier, l'Afrique, c'est le manque de cette mentalité. Vous savez, les Africains ont instauré des systèmes que les Européens ont vécu il y a plus de 500 ans. On nous a mené de dictature. Quelqu'un qui vient au pouvoir, on a dit que le mandat c'est 5 ans, une fois renouvelable, c'est-à-dire vous avez 10 ans, vous devez régner pendant 10 ans et après vous partez. Mais l'Africain, lui, quand il vient au pouvoir, il va chercher à changer les textes là. On dit que la loi, elle est opposable à tous. La loi, on ne doit pas la personnaliser. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe particulièrement au Congo, que l'erreur qu'on fait pour essayer de personnaliser des lois, de personnaliser, n'est-ce pas, de tailler des lois, de faire des lois à la taille des gens. C'est une erreur qui est grave. Il ne faut jamais personnaliser des lois, il faut seulement mettre des lois de manière universelle, afin que tout le monde qui sera confronté à cette situation réponde aux mêmes exigences, ou bien qu'il soit traité de la même manière. Mais lorsque vous prenez une loi, vous allez la tailler sur mesure, vous allez la coudre comme un costume, ou bien comme une veste, la personne qui va porter, mais le jour que la personne va partir, l'autre personne qui viendra dans cette veste, peut-être elle sera petite, peut-être elle sera grande que cette veste. Ça va poser des problèmes. Ou même, cette veste va lui convenir comme ça, mais les gens ne vont plus accepter qu'il puisse appliquer les mêmes choses que d'autres avaient. Ça, c'est l'homme africain. L'Africain, la plupart du temps, nous ne raisonnons pas d'une manière un peu objective. Nous sommes trop sentimentalistes. Nous faisons des choses par sentiment et nous faisons des choses comme j'ai dit, par sentiment, sans objectivité. Et à la fin, nous sommes détruits. À la fin, on n'avance pas. À la fin, on se rend compte qu'on est bloqué quelque part. On ne sait pas évoluer. Donc, Moïse, Dieu l'amène dans la maison des pharaons. Dieu l'amène chez le roi. Dieu l'amène afin qu'il grandisse comme un prince, qu'il sache comment un prince se comporte. Lorsqu'un prince doit défendre sa nation, lorsqu'un prince doit défendre ses frères, quel est le cœur qu'un prince doit avoir? Quels sont les principes d'un prince? Comment un prince doit marcher? Alors, parce que le peuple dit c'est un secteur de prince, mais ils se sont retrouvés dans la captivité, ils ont porté ainsi la mentalité d'esclave. Moïse grandit chez Pharaon pendant 40 ans. La Bible dit qu'il avait étudié chez Pharaon, il avait la connaissance, il avait tout ce qu'il pouvait apprendre chez Pharaon. Moïse s'est considéré comme un prince parce que le Pharaon, même sa mère adoptive, l'a considéré comme un prince. Et en Israël ou bien en Égypte, on considérait Moïse comme un prince. Il était fort en parole et en œuvre, comme la Bible nous le dit. Mais comme Moïse n'était pas un Égyptien, un jour Moïse apprend ses origines. Moïse comprend que non, il n'est pas égyptien. Il est hébreu. Et quelle est la condition des Hébreux? Les Hébreux sont tenus en esclavagisme pendant autant d'années.
Allez, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit ceci. Moïse, il se dit qu'il va visiter ses frères. Bien aimé, malgré le confort que nous avons. Aujourd'hui, certaines personnes, Dieu a permis qu'ils puissent être dans la diaspora. Ils étaient loin de toutes les douleurs que nos frères ont vécues, loin de toutes, n'est-ce pas, les difficultés, les problèmes dans lesquels notre nation était. Dieu a permis que les gens sortent. J'ai toujours considéré, dans mon analyse, dans mes analyses, que les gens qui sont partis de la diaspora, Dieu les a exposés à des bonnes, disons, dans des bonnes conditions. Dieu les a exposés, disons, à des chances qu'ils devaient exploiter. Parce que celui qui a gardé l'Afrique en esclavagisme, c'est l'Occident. Jusqu'aujourd'hui, l'Occident domine sur l'Afrique. Mais Dieu envoie les Africains en Occident. C'est pour qu'ils puissent apprendre comment les Occidentaux vivent. Comment et d'où est-ce qu'ils tirent leurs forces pour dominer l'Afrique. Quelles sont les méthodes, quels sont les systèmes, d'où est-ce qu'ils tirent les pouvoirs. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé Moïse en Égypte. Moïse a grandi avec la mentalité des Égyptiens. Fort dommage, parce que l'homme congolais, l'homme africain, sa conscience est liée. Beaucoup qui sont dans la diaspora, ils ne savent même pas s'adapter. Ils ne savent même pas lire et chercher à comprendre le fonctionnement des choses dans les pays où ils sont. Arrivés seulement dans nos communautés, vous allez remarquer ça. Un problème, d'abord, un problème seulement qui concerne le respect de l'heure, le respect du temps. Quand je vais chez les Allemands, moi je suis en Allemagne, quand je vais chez les Allemands, je vais à l'heure. Si je dois aller dans une réunion à des Africains, je dois arriver en retard. Vous voyez un peu ces déséquilibres. Ce sont des petites choses, simplement, mais qui ont des répercussions les plus grandes. Le respect de l'heure a changé, a mené des nations au développement. Mais ce sont des choses que nous ne tenons même pas, nous ne faisons pas attention. Un jour, on m'avait invité dans un mariage. Je suis parti dans ce mariage. Le programme était prévu à 13h juste. J'avais aussi un autre programme le même jour, mais c'était un peu parce qu'il fallait que j'arrive pour afficher vraiment un peu la présence. Je suis arrivé avec les embouteillages, avec 30 minutes de retard, c'était à 13h. J'arrive à 13h30. Moi et mon épouse, nous étions le premier à arriver et la salle était encore fermée, la salle de l'église. Nous étions le premier à arriver. Vous imaginez, on n'avait pas encore arrangé la salle de l'église, les instruments n'étaient pas installés, alors il n'y avait rien. Mais nous, qui arrivaient en retard de 30 minutes, nous étions le premier à arriver à l'église. Vous pouvez vous imaginer notre déception. Parce qu'on avait un programme le même jour. On devait aller là-bas, après le culte, on rentre dans notre programme de l'église. Nous sommes restés là à peu près 15 minutes. On a voulu prendre quand même un peu les 15 minutes académiques, comme on le dit. Après 15 minutes, on devait rentrer. Dès que les 15 minutes se sont épuisées, nous sommes entrés dans la voiture. En sortant maintenant de la passée de la clôture, c'est le pasteur qui entre. C'est un ami. Et le quand il entre, oh, je le salue, mais, homme de Dieu, comment qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, tu vois, prophète, non, nous avons mis l'air africaine. Je dis, mais comment l'air africaine, nous sommes en Europe, comment on ne peut pas changer jusqu'à ce niveau? Ça, c'est juste un petit exemple. Ça nous suit même dans nos églises. Ça nous suit même dans nos réunions. Ça nous suit partout. Mais comment est-ce que nous sommes entrés dans la maison des pharaons? On n'arrive pas à imiter certaines choses que Pharaon fait. On n'arrive pas à garder, n'est-ce pas, la mentalité des princes. On n'arrive pas à cultiver cette mentalité. Comment longtemps et combien sommes-nous les Africains toujours avec ces mentalités, ces mauvaises mentalités? Un jour, nous avions, je me souviens encore, on avait disons, organisé le mariage à notre église, c'était à 14h. On avait invité une chorale pour qu'elle vienne chanter. Quand est-ce que la chorale est arrivée? La chorale est arrivée alors que nous, on sortait de la salle. Alors, on sortait de l'église. La chorale est arrivée vers 15h30. Ils arrivent là-bas, on les avait déjà donné l'argent pour venir agrémenter, disons, les cultes. Nous étions là 13h, on a déjà tout mis en place. 14h, l'équipe devait commencer, ils n'étaient pas là. On a commencé les cultes avec les moyens de bord. Imaginez-vous, une célébration de mariage. Alors ces gens-là viennent, alors nous on était en train de sortir les mariés pour aller faire prendre les photos. Ils arrivent avec leurs histoires, en train d'arriver, il se trouve que, ils disent, oh mais non, c'est les Congolais, ce n'est pas comme j'ai dit, non, vous voyez, vous vivez comme Congolais avec les mentalités congolaises en Europe,
C'est pourquoi certaines des choses que nous faisons, ça ne marche pas sans l'évangile. On a des difficultés de s'adapter aux choses que nous sommes en train de voir. On a des difficultés de s'adapter, d'apprendre, de lire, de comprendre, de se former, de s'informer. C'est un défi que nous avons. Et la plupart du temps, je suis rentré à Kinshasa, j'ai rencontré les gens qui me disent, voilà, les gens de la diaspora viennent ici pour prendre nos postes, ils ne sont même pas compétents. Et certaines choses, ce n'est pas tout le monde de la diaspora qui n'a pas de compétences, mais il y a des gens qui, dans la diaspora, ils n'ont pas profité de la diaspora. Ils n'ont pas étudié, ils ne se sont pas fait former, ils sont venus carrément seulement aller chercher l'argent, et faire les cailloux à gauche, à droite, emmagasiner l'argent et chercher quoi faire. Mais nous avons été envoyés dans la maison des pharaons, parce que chez nous, il fait noir, parce que chez nous, il y a les ténèbres. Pharaon nous a gardés dans l'esclavagisme. Il a les secrets, il connaît comment les princes doivent se comporter. Moïse arrive, il trouve un Égyptien qui est en train de frapper son frère. Le sang de Moïse a crié. Bien aimé, que le patriotisme crie. Nous ne pouvons plus supporter qu'on maltraite les Africains. Nous ne pouvons plus supporter qu'on maltraite les Congolais. Non. Lorsque tu vois un frère congolais maltraité, lorsque tu vois un frère africain maltraité, ça doit crier en toi. Ça doit réveiller en toi les sang patriotiques. Il faudrait que le patriotisme puisse crier dans ton sang, crier à toi lorsque tu vois un frère africain qui est, n'est-ce pas, qui est agressé. Regardez les mamans qui sont violées partout chez nous. Et ce que je n'aime pas, c'est cette mauvaise façon de partager les photos des gens qu'on a coupé les têtes, les photos des femmes violées, des enfants. Qu'est-ce que ça fait, au fait? Ça détruit notre force intérieure. Nous sommes incapables de réagir. Je ne réagis pas, ça dit, il y a quelque chose qu'on a détruit en moi. Parce qu'un prince ne peut pas avoir une photo d'une personne de son royaume décapitée et il croise les bras. Non, il ne le fera pas. Moïse, quand il arrive, ça c'est la mentalité d'esclave. Lorsqu'un esclave voit un autre esclave qu'on a tué, il ne réagit pas. Il ne peut rien faire. Et c'est ça la situation dans laquelle on nous a aujourd'hui. Nous avons combien de gens même abénis. Par exemple, au Congo. Combien de femmes ça continue d'être violées jusqu'à aujourd'hui? Vous avez vu des gens se fâcher? On a eu des mouvements de combattants qui se sont levés avec d'autres intentions. À un moment donné, ça, et ça s'est arrêté quelque part. Est-ce que vous avez vu les gens se lever? J'ai vu des Syriens qui sont nés en Europe. Lorsque la guerre a commencé en Syrie plutôt, excusez-moi, ces jeunes gens qui ont grandi ici, qui n'ont des liens seulement avec leur pays que par leurs parents, ils ont quitté l'Europe pour aller se battre en Syrie. Mais l'Africain, on avait rendu sa mémoire et sa conscience captive. On a détruit notre âme. On nous a rendu esclaves. Un esclave n'a pas la force de se battre pour son frère. Je vous ai parlé de la méthode de Douglas. Je vous ai parlé de la méthode de Frédéric, de Douglas Wilson et aussi de Lynch. Ce sont des choses qui ont été faites et ils sont arrivés à maîtriser l'homme noir. Nous les Africains, nous vivons encore dans les chaînes. Nous devons sortir de ces chaînes. Moïse arrive. Il n'a pas supporté de voir que un Égyptien, un étranger puisse se frapper. Un Hébreu. Vous imaginez au Congo, il y a un Chinois qui tue un Congolais au vu et au su de tous les Congolais. Un Chinois qui frappe un Congolais et c'est un général qui vient le défendre. On a vu les scandales qui s'est passé avec les directeurs de notre hôpital de cinquantenaire, c'est un Indien. Il avait, à l'époque du régime passé, frappé un ministre en fonction. Et personne ne l'a touché. Vous imaginez à quel niveau nous sommes des esclaves, mes frères et sœurs. Et cette année même, il a frappé encore une femme là qui était médecin. Mais comme les choses ont changé, la femme est allée accuser le monsieur. Quand on a pris pour l'amener, disons, au tribunal, oh voilà, il a retiré la plainte. Jusqu'où nous allons aller? Lorsqu'on ne sait pas la valeur de la dignité. Je vais parler de prince. Le principe d'un prince, la vie d'un prince, c'est une vie extraordinaire. C'est pour montrer que nous ne sommes pas encore sortis d'abord de l'esclavagisme. Or, nous devons aller à cultiver la mentalité des princes. Parce que pour occuper le Congo, pour transformer le Congo, pour faire du Congo, c'est grand Congo. Comme Lumumba disait, que le Congo est quand il existe, nous, de la candeur. Et notre hymne national dit, nous peuplerons ton sang et nous assurerons ta candeur. Mais ça, ce sont des valeurs des princes que nous n'avons pas encore.
On n'a pas encore cette mentalité des princes. Quand Moïse arrive, il voit l'Égyptien en train de frapper son frère. Moïse n'a même pas demandé s'il y avait quel problème. Moïse s'est empris sur l'Égyptien, il a frappé l'Égyptien, il a tué, il a caché dans les sables. Bon, on ne veut pas entrer dans des prophéties, expliquer les sables, c'est quoi. Nous voulons rester d'abord dans les patriotismes. Moïse va partir. Il rentre encore le lendemain pour voir ses frères. Il trouve que ses frères, ils étaient maintenant, il y avait un conflit entre eux. Ils étaient en train de se chamailler, en train de se taper. Moïse dit, mais ça, ce n'est pas possible. Comment toi, tu es esclave? Tu vas encore frapper ton frère. Tu vas se dire, vous devez être unis pour vous battre afin de quitter l'esclavagisme. Mais parce que la mentalité d'esclave ne montre pas à un esclave la valeur de la liberté, la valeur de son frère, il s'attaque à son frère. Il frappe son frère. Il va chercher à tuer son frère. Moïse dit que non. Un frère, c'est un compatriote. Un compatriote, on ne combat pas. Un compatriote, on ne touche pas. Un compatriote, on ne brise pas, on ne détruit pas. Voyez-vous, mes frères. Mais ça, ce sont des valeurs qui étaient tellement précieuses que Moïse a appris dans la maison des parents. Maintenant, Moïse, il vient pour leur dire, entre frères, on ne se frappe pas. Entre frères, on ne se tire pas si nous avons une seule cause à défendre. Si nous avons la chose à défendre, c'est notre nation, c'est notre identité, c'est nous. Nous devons être ensemble. Quand un frère a commis une faute, il t'a énervé, essaie de régler ça d'une autre manière avec lui. Mais l'unité doit être toujours quelque chose de grand. Mais la tête de l'esclave, on lui a déjà dit que non. Ton frère n'a pas de valeur, il n'a pas d'importance, tu ne peux pas tenir à lui pour faire quelque chose de grand. Regardez l'Union européenne. Il a commencé son bon nombre de chemins depuis longtemps. C'était la communauté européenne, la communauté économique européenne. C'est devenu l'Union européenne. Ça marche. Toutes les grandes nations sont en train de former des des unions pour devenir grands et forts. Mais l'Afrique, nous sommes toujours derrière. L'Afrique, vous trouvez encore dans des guerres dans ce pays, des guerres où vous trouvez les chefs, comme on nous appelle ça, les chefs d'un parlement, d'une province, qui est en train de travailler avec des rebelles pour tuer le propre peuple qu'il a amené à être chef du parlement. C'est incroyable. C'est inacceptable. Voyez la mentalité d'esclave, frère. Moïse, il trouve cette situation. Moïse, il va les séparer. Et l'un d'eux va dire, ah, Moïse, toi, qui t'a mis chef? D'abord, qui t'a, toi, Moïse, qui t'a établi chef au milieu de nous et juge? Un esclave ne reconnaît pas la grâce qui est sur l'autre. Un esclave ne reconnaît pas, n'est-ce pas, le leadership. Moïse était un leader. Moïse était un leader charismatique. C'est quelqu'un qui avait l'amour de ses frères. C'est quelqu'un qui avait la passion de sa nation. Lorsqu'il a appris qu'il était juif, le cœur de Moïse n'était plus dans la maison de Pharaon, mais il était chez ses frères. Mais ses propres frères, ils disent que toi qui t'as établi. Voilà, un esclave n'accepte pas l'autre. N'accepte pas la grâce qui est sur son frère. N'accepte pas le pouvoir, n'est-ce pas, accepter ce que l'autre peut lui apporter, ou bien peut lui donner. Un esclave n'aime pas ça. Il demande, mais qui t'a établi juge? Qui a fait de toi juge et chef au milieu de nous? Voilà comment les Africains vivent. Les Africains, nous sommes là comme ça. Il y a quelqu'un qui a une grâce qui peut nous aider à sortir dans une chose. On va commencer à l'incriminer. On va commencer à chercher à monter des choses sur lui, à faire des choses, jusqu'à les briser, jusqu'à les détruire. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous partager avec vous avec 3 types de pensées que nous avons au monde. La pensée des orientaux, les gens qui vivent en Asie, leur pensée c'est quoi? Les gens de l'Orient, leur pensée c'est quoi? Comment est-ce que leur mentalité est par rapport, disons, à cette affaire de vivre ensemble avec les frères? Et leur mentalité c'est quoi? C'est apprécier. Quand un frère a quelque chose de bien, on l'apprécie, on aime. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche à copier ce qu'il fait. Et à copier et améliorer ce qu'il fait. Vous voyez, on l'a pas détruit, on l'a pas freiné, mais on a appris chez lui. Et quelqu'un qui apprend chez toi, tu es toujours son maître. Voilà comment ils font. Et cette philosophie a permis que
le pays disons, orientaux puissent aller de l'avant. Nous avons la Chine. La Chine, c'est la machine à copier que vous n'avez pas l'idée au monde. La Chine, aujourd'hui, la Chine est devenue une grande puissance mondiale. C'est juste à cause de ça. Copier, apprécier et copier ce qui est chez les autres, sans les freiner, sans les détruire, en reconnaissant ce qu'ils sont. Et ça, chez nous, les Africains, c'est ce problème. Deuxième pensée, c'est la pensée des Occidentaux. Qu'est-ce que les Occidentaux font? Un homme, disons, qui vit en Occident, quand il voit son frère avec quelque chose, il va d'abord apprécier, il va aimer, il va soutenir. Et il va faire que cette affaire puisse être quelque chose qui va transcender les générations. Ça doit aller d'une génération à une autre. Prenons la personne qui a, je crois, qui a inventé, qui a découvert l'avion. Je crois qu'on a commencé avec Léonard de Vinci, je crois, qui avait déjà des idées comment on peut faire, disons, des appareils qui font voler, tout ça. Mais c'est une pensée qui n'a pas privatisé ça. Il n'a pas dit que ça c'est pour moi. Après ma mort, c'est la pensée qui reste avec mes enfants. Non. Il a pensé à la communauté, il a pensé au monde, il a pensé aux autres, il a eu une bonne idée. Comment est-ce qu'on peut faire un appareil qui peut transporter l'homme dans l'air, réduire la distance et diminuer le temps, gagner le temps, comme on peut le dire. Et les gens qui sont venus, le premier qui ont commencé à construire, n'est-ce pas, les avions, ils ont fait construire les avions, ça marchait, après c'était détruit. Ceux qui sont venus après, ils ont commencé à développer. On a développé aujourd'hui, nous avons des avions hypersoniques. Nous avons aujourd'hui des engins qui vont jusque sur la Lune, qui quittent même notre planète Terre. C'est quoi? C'est la mentalité disons, d'apprendre, de pérenniser, n'est-ce pas, ce qui vient d'une personne. Sans tout chercher pour s'accaparer de ce qu'on a. Quand on a une connaissance, on la distribue aux autres. Quelqu'un nous disait un peu, si tu l'as vérifié, comment est-ce que l'Africain, l'Égypte était détruite, l'Égypte pharaonique, qui gardait la science parce que les Européens sont venus apprendre la science en Afrique. Comment expliquer qu'aujourd'hui l'Europe est plus développée que l'Afrique? En Afrique, comme on m'a dit, la science était gardée pour certaines personnes. Elle n'était pas accessible à tout le monde. Et c'est le gardien de la science, c'était d'abord des prêtres, parce que la connaissance était liée à la spiritualité. Même les gens là qui sont venus, les Théodore et les autres, qui sont venus apprendre, n'est-ce pas, en Égypte, ils devraient se soumettre à beaucoup d'exigences pour qu'on les accepte seulement. Parce que tu dois d'abord entrer dans la spiritualité égyptienne avant de pouvoir accéder à la science. Alors c'était des choses qui étaient gardées par une minorité de gens. Et lorsqu'ils sont, on les a détruits, donc ça c'était pas. Mais quand on arrive chez les Grecs, et là qui allaient prendre la connaissance en Afrique, ils venaient la mettre sur la place publique. Ils avaient des lieux où ils parlaient en public, ils parlaient, ils exposaient des connaissances. Ils ont fait des bibliothèques, ils ont fait des écoles, ils ont propagé la connaissance. Et voilà comment ça les a aidés. Parce que celui qui connaît écrit et lit, il a beaucoup d'avantages. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on a fait? On nous a freinés pour que nous puissions apprendre à lire et à écrire. Et on va dire à quelqu'un qui ne connaît pas ni lire son nom, ni écrire son nom, de voter quelqu'un comme son président, comme son député. Comment, par quelle magie? Vous voyez comment on a fait chez nous. Alors, on n'a pas permis à l'homme africain d'accéder à la connaissance pour qu'il puisse pas développer des capacités qui sont en lui et de se prendre en charge. C'est ça la politique que les Belges ont amenée chez nous. C'était la politique paternaliste. Ils nous ont gardés dans l'éternel, ils nous ont gardés, n'est-ce pas? Ils n'ont pas voulu nous permettre permettre à nos parents d'accéder à la connaissance. Ils nous ont laissés comme des enfants, parce que c'est ça Galate qui dit, Galate 4:1, lorsque l'héritier est encore enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ils nous ont gardés dans cette attitude, dans ce temps, pendant longtemps. Et vous imaginez, ils ont dit ceci, les Belges ont dit, pas d'élite, pas de problème. C'est pourquoi l'accès à l'enseignement n'était pas pour tout le monde. Gloire à Dieu quand même pour le nouveau président qui a voulu
faire accéder tout citoyen congolais, tout enfant congolais à la connaissance. Et ça, c'est une grande bombe. Lorsque vous avez une nation, des enfants, les enfants, 80-90% des enfants dans une nation qui savent lire et écrire, vous êtes en train de libérer cette nation progressivement. C'est quelqu'un qui disait, si vous voulez faire la guerre à une nation, ne prenez pas des armes lourdes. Allez seulement toucher à son système éducatif. Pendant 30 ans, vous allez détruire cette nation. Donc, dans une génération, lorsque vous changez seulement l'enseignement, vous détruisez la base. C'est tout. Vous avez un peuple. Aujourd'hui, nous avons des Koulouma, et ainsi de suite, qui sont en train de faire partout des choses qui n'ont pas étudié. Et quand vous prenez le niveau même d'études chez nous, prenez un licencié chez nous au Congo, donnez-lui de vous écrire une lettre en français, de vous écrire trois phrases. Vous allez déjà trouver plus des fautes graves. Dites-lui de vous tenir un discours pendant 10 minutes. Vous allez ramasser déjà dans les fautes. Des gens qui ont la licence. J'en vois, j'en connais et j'en ris. J'ai dit, mais c'est grave. Et ça, c'est toute une génération comme ça qu'on peut vous faire des gens qui n'ont rien dans la tête, des gens qui ont été détruits dans la tête. Et qu'est-ce qui va vous faire maintenant comme la suite sur votre pays? Vous savez. Alors, les Belges nous ont gardés dans ça. Et à l'indépendance, tous nos pères d'indépendance, ils n'avaient pas de diplôme d'université. Malheureusement. Un pays comme le Congo, indépendant, sans universitaire, qu'est-ce qui allait arriver à la fin? Après, c'est la guerre qu'on a vue. Lumumba Kasavubu. C'est la décision qu'on a vue. Mobutu. Tout ce qui est arrivé, c'est parce que le peuple n'était pas prêt. Il n'était pas capable. Il était encore sous les tuteurs. Mes frères et sœurs, comme je dis ceci, la conscience, ou bien, disons, je disais, la conscience européenne, ou bien les Européens, quand ils voient une grâce dans leur frère, ils le soutiennent. Ils essaient de lui ouvrir le chemin, de lui permettre d'avancer, d'aller de l'avant. Ils essaient de faire tout pour que la pensée que la personne a eue puisse être une pensée qui peut traverser des générations. Quelqu'un disait ceci. Le succès sans successeur, c'est un échec. Lorsque vous étiez grand vous-même, après votre mort, il n'y a plus quelqu'un derrière vous qui peut relever quoi que ce soit. Ça dit que vous n'avez pas été grand. C'était une faute, une erreur. La grandeur des nombres, nous disons ici dans notre école de la vie spiritualité, nous définissons trois grandeurs, mais je parle de la grandeur des nombres. La grandeur des nombres consiste à sa capacité de laisser derrière lui une génération libre et éclairée. Voilà un homme fort. Voilà un homme qui a été grand. C'est quelqu'un qui, après son départ, on voit la succession derrière lui. C'est après son départ, la chose qu'il défendait ne tombe pas. Après son départ, la pensée qu'il a fait se multiplie. Va s'accroître en grandissant. C'est quelqu'un qui prépare le chemin. Un homme grand. Il prépare le chemin pour les autres. Alors quand quelqu'un dit qu'après moi c'est le déluge, vous comprenez déjà que cet homme n'était pas grand, il était petit. Parce que celui qui voit que lui seul, il ne voit pas d'autres générations, il est petit. Il n'est pas grand. Alors, à la nouvelle école de la vraie citoyenneté, on essaie d'amener les gens de cultiver, n'est-ce pas, la pensée de la grandeur, pour que les gens aient cet esprit de grandeur et qu'ils aient disons, la mentalité de prince, la mentalité de l'héritage, la mentalité de la conscience collective, la mentalité des archives. Aujourd'hui, en Europe, vous pouvez aller découvrir même des lettres qui ont été écrites il y a 500 ans, 600 ans, qui sont encore là, des archives. Il y a des bibliothèques, c'est pas des grandes bibliothèques, des bibliothèques des archives. On peut aujourd'hui trouver même disons, on peut vous trouver même l'acte de naissance du roi Louis XIV. C'est encore là. Tu peux aller voir. L'acte, il était né tel jour à telle heure, de telle mère, de telle. C'est écrit. Et déjà, dans notre culture, on nous dit qu'on avait ce qu'on appelle la tradition orale. Toutes ces choses, nous le voyons. Toutes ces choses, ça devrait nous interpeller. Ça, c'est la mentalité des Occidentaux. Mais la mentalité des Africains, c'est quoi? Quand on voit un frère,
On ne les soutient pas. On les détruit. On essaie de le mettre des bâtons dans des bâtons dans les roues. On lui jette des points de banane sur son chemin. Pourquoi? Pour qu'il n'avance pas. Et pour finir, nous tous nous perdons dans cette course. La mentalité d'esclave nous a fait trop de mal. Les politiciens se sont trahis entre eux. Les pasteurs se sont empoisonnés. Des frères se sont divisés. Les enfants se sont pris sur leurs parents, ainsi de suite. La mentalité d'esclave. Ça, c'est quelque chose qui est pas dans les mains, mais c'est dans l'esprit. Le tribalisme, c'est une mentalité d'esclave. Oh, telle personne ne peut jamais devenir président, telle tribu ne peut jamais faire ceci, tel autre ne peut pas. Ça, c'est la mentalité d'esclave. Lorsque quelqu'un est en train de raisonner, vous savez, l'homme congolais, on lui a appris à aimer sa tribu, à aimer son leader, à aimer son église, à aimer, n'est-ce pas, son parti politique, à aimer son pasteur. Mais on n'a pas appris le Congolais à aimer sa nation. Le dénominateur commun, c'est lui qui nous unit et nous lie tous ensemble. On a oublié de nous donner son amour. On a oublié de nous aider à aimer notre nation. On a oublié de nous aider à aimer le Congo, à aimer l'Afrique, à avoir la passion pour la terre. J'ai commencé avec cette citation du président Jomo Kenyatta, le premier président de Kenya. Il a dit quoi? Il a dit que lorsque ces gens sont venus, ils avaient la Bible. Et nous, on avait la terre. Ils nous ont dit, fermez les yeux, nous allons prier. Et quand nous avons fini la prière en ouvrant les yeux, et ils avaient la terre, nous sommes restés avec la Bible. Bien aimé, ça c'est grave. Vous savez, il y a des choses que nous devons comprendre, que ça doit nous révolutionner. Nous devons grandir. On doit quitter la mentalité d'esclave. Nous devons quitter la mentalité des tribalistes. Nous devons changer beaucoup de choses. En Afrique, au Congo, pour qu'on puisse arriver à aller de l'avant. Si on n'arrive pas à ces changements-là, mes frères et sœurs, ça sera difficile. Parce qu'un homme qui a l'égoïsme c'est la mentalité d'esclave. Un égoïste, c'est un esclave. Vous voyez Moïse, à cause de l'amour et la dignité de ses frères, il a accepté de laisser ce qu'il avait comme opportunité au palais royal pour aller souffrir avec ses frères. Qu'est-ce que nous faisons? Nous voulons tout prendre pour nous-mêmes. Nos frères sont en train de mourir, mais nous exploitons. Nous prenons toutes les richesses seulement pour nous-mêmes. Le Congo, la destruction du Congo, on ne peut pas la mettre complètement sur les épaules des Occidentaux comme nous l'avons toujours l'habitude de le faire. La destruction du Congo est d'abord à remettre sur les épaules des Congolais eux-mêmes, sur les épaules des Africains eux-mêmes, parce qu'ils n'ont pas eu la mentalité des princes. Ils ont été gardés dans la mentalité d'esclaves. On vient te proposer 1 million afin que toi tu puisses donner des choses qui ont la valeur de 100 millions. Est-ce que tu ne peux pas raisonner au moins? Voilà comment nous avons vendu l'Afrique. Voilà comment nous avons vendu nos frères. Comment nous avons vendu notre âme. Comment nous avons détruit ce qui était très précieux, très important pour nous. Maintenant, nous sommes en train de travailler pour changer la mentalité de l'homme africain par les enseignements, n'est-ce pas, de la nouvelle citoyenneté, pour essayer de dire que le changement de mentalité, c'est un passage obligatoire si nous voulons voir l'Afrique se relever, nous voulons voir le Congo se relever. Le Congolais, comme je disais toujours, je l'ai dit, le Congolais, l'Africain, c'est un prince, mais un prince qui est en captivité, un prince qui ignore qu'il est prince. Il faut lui révéler son identité de prince. Et lorsque vous lui révélez l'identité de prince, il faut qu'il puisse maintenant aller à la conquête de sa position. Il faut aller à la réappropriation de son identité. La réappropriation de ses valeurs. La réappropriation de son être à lui-même. Voilà les grands combats sur lesquels nous sommes en train de nous battre. Ce n'est pas les combats disons des noms, ce n'est pas les combats des personnes, c'est les combats d'échanger l'homme congolais, de transformer l'homme congolais. Après la délivrance, mes frères, il faut la restauration. Il faut les enseignements. Il faut arriver à préparer le cœur, l'âme, l'esprit, la conscience de l'homme congolais et l'Africain pour qu'ils puissent s'en sortir. Sinon, avec les choses dans lesquelles nous sommes en train de vivre aujourd'hui,
Un esclave, c'est quelqu'un qu'on a lié dans une petite prison. On l'a lié dans la prison de l'égoïsme. On l'a lié dans la prison du tribalisme. On l'a lié dans la prison de la gloire éphémère, personnelle. On l'a lié dans la prison de la dictature. On l'a lié dans toutes ces prisons dans lesquelles nous sommes. Donc, vraiment, on nous a liés là-bas. Il faut sortir de là. Aujourd'hui, pour clôturer notre enseignement, nous avons parlé sur le 12e lien qui lie l'homme congolais et qui l'empêche d'aller au développement et développer son pays. C'est le lien de la mentalité d'esclave. Nous avons essayé de définir la mentalité d'esclave, c'est quoi? Et comment nous devons sortir de cette mentalité d'esclave? Nous devons comprendre, nous devons développer en nous ce que nous appelons la mentalité des princes et nous devons acquérir les valeurs des princes. Les valeurs des princes, je vais expliquer ça, pas dans ces cours, mais nous avons un autre cours où nous parlons sur l'identité et la destinée du Congo et du Congolais. Nous allons essayer de parler aussi des valeurs des princes. La toute première valeur qu'un prince défend. Ok, la fois prochaine, je vais parler sur l'ignorance des valeurs universelles. Là, maintenant, je vais parler sur la mentalité et les valeurs des princes. La première valeur d'un prince, c'est la dignité. Un prince, tu connais qui est prince, il ne peut pas accepter de mourir comme un esclave. Il ne va pas accepter. Il va accepter de mourir comme prince par dignité. Il va accepter de verser son sang, mais qu'il ne soit pas emporté comme un esclave. Même quand vous voyez la mort de Saoul, lorsque Saoul a vu que des archers, de l'armée ennemie s'approchaient pour les tuer, il a compris que ces gens, s'ils m'arrêtent, ils vont me détruire. Mais qu'est-ce que lui a dit? Il s'est dit non. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je me tue, bien que quelqu'un de mes proches puisse me tuer. Vous voyez mes frères et sœurs, c'est ce qui arrive. Un prince, c'est quelqu'un qui connaît la valeur de la dignité. Et celui qui ne connaît pas la valeur de la dignité, c'est quelqu'un qui va se vendre à n'importe quel prix. Il va vendre ses frères, il va vendre, n'est-ce pas, son pays. La valeur de la dignité. Nous ne connaissons pas la dignité. Chez nous, les Africains, c'est un problème. La dignité de nous-mêmes, la dignité de nos frères, la dignité de notre nation. Ce qu'on appelle, disons, quand vous voyez comment on maltraite les gens. J'arrive à Kinshasa, j'arrive dans chez quelqu'un, je trouve comment on est en train de maltraiter un serviteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas engagé quelqu'un qui travaille à la maison, comme on les appelle les domestiques. Mais la manière dont la maman est en train de reprocher, la façon de parler, la façon de s'adresser à la personne, il va même injurier la personne. C'est moi qui t'ai nourri. Est-ce que toi, ceci, cela, ta famille, ton père, ta mère. Pas de dignité. Parce que tu as engagé quelqu'un. Tu ne sais pas connaître sa valeur. Et tu dois les traiter de n'importe quoi, non. La dignité, j'aime beaucoup. La constitution allemande. Juste la toute première phrase de la constitution. On nous dit que la dignité humaine est inviolable, est intouchable. C'est ça, c'est la façon dont la constitution commence. La dignité humaine. Quel humain? Ça, on n'a pas dit la dignité du président, non. On n'a pas dit la dignité du ministre. On n'a pas dit disons, la dignité des patrons. On a dit la dignité humaine. Tout humain. Que tu sois étranger. Que tu sois allemand. On te respecte avec cette dignité. Donc, il y a des gens qui ont élevé très haut les valeurs humaines et les gens qui ont développé disons, la mentalité des princes. Nous en parlerons. Quand on n'a pas cette mentalité, il faut oublier, nous n'allons pas développer l'Afrique, on ne va pas s'en sortir. Alors, l'école de la citoyenneté, elle nous apprend à pouvoir, n'est-ce pas, comprendre toutes ces choses et les appliquer pour voir comment on peut changer et faire sortir l'Afrique. Nous sommes à la fin de notre émission. Donc, nous disons, avant que les Congolais tombent, c'est les Congolais qui étaient tombés. Et pour relever les Congos, pour reconstruire les Congos, rebâtir les Congos, nous devons commencer par restaurer, n'est-ce pas, l'homme congolais, lui remettre dans la position qu'il faut afin qu'il puisse pouvoir, n'est-ce pas, accomplir les plans de Dieu et la réalisation de ce que le Seigneur veut dans sa vie. Alors, mes frères et sœurs, je crois que nous sommes arrivés avec vous à la fin de notre émission d'aujourd'hui, de notre cours d'aujourd'hui. Je vous donne encore notre numéro
0049 152 174 32 447. C'est un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous contacter, n'est-ce pas, pour en savoir plus. C'était votre serviteur, le prophète Jean-Marc Kadima, qui vous parlait sur le cours de la vision Armel, aujourd'hui dans les 14 liens qui lient l'homme congolais et africain et empêchent le développement de son pays. En tout cas, nous attendons vous recevoir, nous avons encore les mercredis prochains. Aujourd'hui, nous étions le mercredi le 2 juin 2021 et c'était votre serviteur. Je salue tous nos amis, n'est-ce pas, qui nous suivent sur YouTube, ceux-là qui vont nous suivre sur la radio. En tout cas, je vous salue. Ceux-là qui vont nous suivre sur Zoom, ceux-là qui vont nous suivre dans nos audios et tous les étudiants. En tout cas, je vous salue de la part de notre Seigneur. Je vous dis vraiment merci pour votre attention ce soir. Nous rendons encore gloire à Dieu pour ce qu'il nous a fait et nous a accordé, qui nous garde en bonne santé pour que la prochaine fois, nous puissions encore une fois de plus continuer à parler sur ces choses qui sont si magnifiques. Nous remercions également les pasteurs Marcel dessus, qui nous tient quand même, disons, techniquement par rapport à notre programme sur Zoom. Merci beaucoup, pasteur. Encore que Dieu te bénisse et ta maison. Vraiment, je vous salue tous par la grâce de Dieu. Bien de bonnes choses à vous tous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous allons nous revoir encore les mercredis prochains. Le samedi, nous avons les cours de l'histoire que les pasteurs d'Osité nous donnent aussi. Je vous invite à suivre ces choses. C'est tellement magnifique, c'est tellement bon. C'est tellement bon et précieux. Nous prions pour nos amis de Goma. Nous avons lancé un appel pour récolte de fonds afin que les gens puissent soutenir nos frères de Goma. Faisons-le pour l'amour de notre Dieu et pour l'amour de notre nation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Au revoir.